Dès le début du printemps, sur les côtes du Finistère Sud, le rivage prend des couleurs d'automne. Chaque année, aux grandes marées, lorsque la mer se retire au plus loin, c'est le pic de la saison pour Scarlett Lecor. Le moment qu'elle choisit pour cultiver ses légumes de la mer. Regarde comment elles sont belles. Regarde comment c'est ça. Regarde la nature, comment elle nous fait des belles choses. Elle ne fait pousser ni carottes ni courgettes, mais des combus bretons et des haricots de mer. Pas de pioche, un simple couteau. Scarlett a la main verte et la passion des algues ne l'a jamais quittée depuis l'enfance. Ah bah moi je suis super bien, là je suis dans mon jardin. Là je suis dans mon jardin, je suis avec mes légumes. Je suis dans un endroit idyllique. Hein. Pour moi c'est la panacée, quoi, c'est le top du top. Tu vois le métier que je fais là, mes parents faisaient ça, moi je fais ça depuis que je suis née. Difficile de tenir la cadence sur ce périlleux tapis d'algues. Si je tombe à l'envers dedans, ça va pas le faire. Vous avez compris pourquoi? Voilà, ça y est, je suis mouillée. Mais avec Scarlett, peu importe, rien ne va jamais assez vite. Faut l'air pressé. Ah ben il faut, hein. Tu sais, j'ai que quoi, une demi-heure pour ramasser. Pourquoi? Parce que la mère va me chasser. Quelle question. Le panier, il est où? Parce que moi, je m'arrête pas là. Non, mais moi non plus. Les dames, le panier vient à la place de l'autre systématiquement. Faut la suivre, Scarlett. Ah, il faut y aller, hein. Puis elle a de l'expérience, c'est bien sur les rochers, c'est tonique. On n'a pas le temps de s'ennuyer. La récolte n'aura pris que quelques semaines. De panier en panier, 3 tonnes au total, de quoi travailler toute l'année. Direction l'atelier au Guilvinec, c'est une institution. Tous les après-midi, il se transforme en salle de cours pour ses stagiaires de passage. Leçon d'aujourd'hui. Vous avez les brunes, vous avez les rouges et vous avez les vertes. Les algues au quotidien. La crevette bouquet, tout ce que... Cette algue-là, vous en mangez tous comme vous êtes là. 1,5 kg par an et par personne. Dans quoi est-ce que vous mangez des algues aujourd'hui? Quand vous ouvrez un cassoulet, vous mangez des algues. Quand vous prenez une boîte d'haricots verts, vous mangez des algues. Aujourd'hui, c'est les alginates, c'est le conservateur et les géléifiants dans pratiquement tous les produits industriels que vous pouvez trouver. Bon, allez, on va maintenant passer un petit peu à la cuisine. Si vous avez des questions, c'est le moment. Oligo-éléments, sels minéraux, protéines et vitamines. Ces stagiaires ont déjà entendu parler des qualités nutritives des algues. Reste à savoir comment bien les conserver. À la maison, en général, c'est le séchage. Vous n'avez pas d'autre technique pour vraiment le... Ou bien alors tout de suite les stabiliser, faire un tartare et mettre avec soit un peu de vinaigre, un peu de citron, toi, des produits qui vont garder. Et surtout, bien les cuisiner. Alors si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, je peux en rajouter. Au menu, omelette de haricots de mer et riz au wakame. Ici, les algues sont un accompagnement à part entière. L'aliment du futur, produit à quelques pas de chez eux. Ça, je connaissais, ça, j'en mange souvent. Mais ouais, la wakame, je connaissais un petit peu moins. Et j'ai vu un peu plus ce que c'était. On en a beaucoup ici, quoi. Je sais qu'on en mange au travers des sushis, au travers de toute la cuisine traditionnelle japonaise, mais on n'a pas du tout l'habitude forcément de se dire tiens, si j'achetais des algues pour les cuisiner moi-même, quoi. Le quotidien de cette boulimique de travail, c'est 3 journées en 24 heures. Algocultrice, cuisinière, mais surtout chef d'entreprise. À l'arrière-boutique, les algues sont salées pour les conserver. Bougez, c'est bon, vas-y. Là, il y a assez. Ouais. Et assez, remets dans une autre ici. Ici, Scarlett Lecor prépare l'avenir. Tout un savoir-faire à transmettre. Tu décolles les algues, hein, tu vois. C'est pour ça que ça met du temps, parce que toi, il faut tout faire. Alors là, tu la mets comme ça, puis tu la plies. Tu vois, tu la plies à côté et tu mets comme ça à suivre. Le pied toujours de ce côté-là? Non, tu intercales. Elle contrôle bien ses stagiaires, enfin, elle les dirige bien, quoi. C'est assez agréable et assez inspirante aussi. C'est une femme entrepreneur en Bretagne, je trouve ça super intéressant. Faire sa place parmi les marins du Guilvinec, ça n'avait rien d'une évidence. Mais dans le plus grand port de pêche du Finistère, Scarlett a su imposer sa marque. En plus des algues, elle pêche le homard et l'araignée au casier, quand le moteur veut bien démarrer. T'as vu? Tu vois, c'est la batterie, hein. J'ai eu plein de mal à démarrer ce matin. Pour elle, se diversifier, c'est aussi une nécessité. Lorsque les prix du poisson ont chuté dans les années 90, elle s'est lancée dans les algues pour arrondir les fins de mois. J'avais plein d'araignées, je les ai pas vendues. Attends, tu vas en mer, tu vends pour rien, là. Il n'y a pas de vente. Il n'y a pas de vente. Alors tu sais, nous, on pêche 3 ou 4 poissons pour les vendre pour rien, c'est pas la peine. On n'a même pas l'argent de notre gasoil. Qu'est-ce qu'on va les faire? Aujourd'hui, elle vend ses algues fraîches une 30aine d'euros le kilo. Alors les anciens du port la regardent avec une pointe d'envie. Nous, on est habitués aux poissons. Partir sur l'algue, ouais, c'était curieux, mais bon, c'est un bon choix. Maintenant, ça... c'est confirmé? Bah oui.
Oui, vu le prix des algues. Une force de caractère à l'épreuve des éléments et des hommes. Depuis 20 ans, c'est la seule recette du succès de Scarlett Lecor, pionnière des algues et cultivatrice de la mer. Jean-Philippe Tanguy est inquiet. La météo annonce 90 km/h de vent le long des côtes du Finistère Nord. Son métier, goémonier, pêcheur d'algues, à bord du Vague à lame. En breton, cela veut dire le bateau qui ricoche sur les vagues. Dangereusement proche des rochers où poussent les laminaires. On est plus près de la côte qu'une pêche au casier, au filet ou à la ligne qui est différent, qui se pêche par des plus grandes profondeurs. Il faut être vigilant devant, derrière, sur les côtés parce que y a des dangers un peu partout. Il ne quitte pas des yeux son Scooby-Doo, une faucille de mer autour de laquelle s'enroule le goémon. Toute la matinée, il va arracher ses longues tresses brunes jusqu'à ce qu'elles débordent du pont. Pour cet ancien de la marine marchande, ce métier, c'est un retour aux sources. Les arrière-grands-parents pratiquaient, le grand-père, dans son début de jeunesse, a pratiqué aussi, donc c'est une passion qui est venue comme ça de famille, je pense. Beaucoup n'ont pas voulu reprendre la suite après leurs parents parce que c'était dur, quoi. Les Abers, au nord de Brest, c'est le pays du goémon. Cette pêche fait vivre une cinquantaine de familles. Les industriels les payent 60 € la tonne pour en faire des conservateurs alimentaires ou des cosmétiques. Yves Bramoulet a pris l'habitude d'attendre la débarque des algues. Son propre père était goémonier. Tu fais également l'hyperboréa. L'hyperboréa entre deux saisons. Et puis durant l'hiver, bien sûr, la coquille Saint-Jean, Garade de Brest. C'est ça. Peut-être par regret de ne pas avoir pratiqué le métier, c'est devenu l'historien des pêcheurs d'algues, leur mémoire vivante. Sur le chemin côtier, il croise souvent des Bretons qui ont bien connu le goémon. Mon grand-père, j'étais en face sur l'île Croze, à la faucille, ramasser le goémon de rive, quoi, le goémon noir. Non, pas que le bijundu, hein. Ah, ouais. Le tali, les autres étaient au Scooby-Doo, et nous on était sur les cailloux à la faucille, et comme ça rentrait plus aux grandes marées. Ouais. On avait davantage d'argent, et puis la grand-mère, un petit billet de temps en temps, c'est sympa, quoi. Il est loin le temps où les algues étaient transportées sur des charrettes, à même la plage. Les habitants le brûlaient dans des fours creusés dans le sable pour en tirer de l'iode, un antiseptique pour les blessés de guerre. Tout le long du littoral, les restes de ces fours artisanaux parsèment encore la côte. On appelait les goémoniers pourquestud en breton, ça veut dire pauvres gens. Fort heureusement, ils avaient également une petite ferme avec une ou deux vaches, un cheval bien sûr pour décharger le goémon, qui leur permettait de vivre quand même un peu en autarcie durant l'hiver. Et donc, tant bien que mal, eh bien, ils vivaient quand même, mais modestement, d'une manière générale. Aujourd'hui, changement de décor. Nous sommes à 50 km de la mer, en centre-Bretagne. Dans ce laboratoire futuriste, les algues poussent à l'intérieur de tubes en plexiglas. Les serres sont transparentes, le sol en aluminium pour réfléchir au maximum la lumière. C'est une algue photosynthétique et qui a besoin également de CO2. Elle va se nourrir des oligo-éléments qu'on va apporter et du CO2. Mais pour ça, il faut le soleil. Pour les humains, c'est une boisson détox. Pour les plantes, un engrais naturel. Et depuis 4 mois, elle abreuve même ses vaches, près de Rennes. Thierry Bertrand utilise déjà des huiles essentielles et de l'homéopathie. Alors pourquoi pas un peu d'algues pour ses vaches? C'était particulier. Ça me paraissait un peu particulier. Après, ça doit être bon. Elles n'en boivent que quelques millilitres par jour, mais déjà, l'éleveur a vu leur santé s'améliorer. Plus question d'antibiotiques, par exemple.
Depuis 3 mois, j'ai pas fait un seul traitement sur une vache. Alors que d'habitude... Bon, il y en a un par mois à peu près. Mais là, j'en ai pas fait un seul. Entre la chlorelle et les huiles essentielles, j'arrive à contenir tous les problèmes de santé des vaches. Il va bientôt aller plus loin. Son projet, installer plusieurs capteurs de méthane dans son élevage pour mesurer les flatulences des vaches. En développant leur flore intestinale, les algues pourraient réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Peut-être sous le robot, parce que là... Ouais, sous le robot, ça peut être bien, ouais. Exactement, c'est une cage, là. C'est fermé. Ouais, ça va être très bien. Elles sont arrivées jusqu'au ventre des vaches, depuis le fond de l'océan. Les algues ont déjà trouvé leur place dans notre quotidien. Et demain, elles seront peut-être l'une des réponses face aux défis de la planète. Entre terre et mer, l'embouchure du fleuve, c'est le carrefour des navigateurs. Parmi les voiles blanches et les chalutiers, une petite vedette se fraye un chemin dans l'eau. Cap sur l'île de Bréa. Il faut à peu près 15 à 20 minutes pour y aller, si on met les gaz. L'équipe cherche des yeux un repère. Cette série de bouées rouges. En dessous, invisible depuis la surface, des traits noirs quadrillent la mer. Sur 5 hectares, c'est un champ d'algues qui pousse sur des cordes. Alaria esculenta. Ça, c'est les algues qu'on a en culture ici à l'heure actuelle sur les concessions. C'est une algue bretonne. On appelle ça l'Atlantique wakame. Elles sont comestibles et réservées notamment à des chefs cuisiniers. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas venus pour elles. Certaines cordes ont été colonisées par d'autres algues invasives, des sargasses. Il faut s'en débarrasser patiemment au couteau. Tous les supports qui peuvent être trempés dans l'eau peuvent être colonisés par plein de... soit des plantes, soit des animaux. Donc là, ce qui se passe, c'est ça, c'est du captage naturel, des larves qui sont nageantes dans l'eau, qui viennent se fixer sur les cordes. Ce sont ces indésirables qui intéressent Xavier Briand. Il va en faire des cosmétiques, des crèmes pour le visage. Elles qui résistent à tous les caprices de la mer peuvent aider la peau humaine. Elles vont être obligées de résister aux ultraviolets, aux chocs de sel, d'eau douce. Elles ont développé une capacité d'adaptation extrêmement forte. On va utiliser les substances pour renforcer les capacités de la peau à se défendre. Ce scientifique a été l'un des premiers en Bretagne à s'intéresser aux propriétés dermatologiques des algues. Aujourd'hui, il a monté cette entreprise familiale avec Fidji Briand, sa fille. Ça a été ? Ouais, ça a été. C'était un peu agité ce matin, pas mal de courant. On va comparer un peu avec, en termes d'activité par rapport à la celle de Ploumanac. Ok. Depuis 6 ans, avec des chercheurs du CNRS, ils identifient les principes actifs des algues. Dans leur laboratoire, des brunes, des vertes, des jaunes. À chacune son intérêt. Anti-rides, anti-UV ou hydratant. L'idée, ça va être de le formuler en crème. On va mettre, par exemple, 3% de l'actif dans la crème. 3%, c'est suffisant pour avoir une efficacité dermatologique. Il faut dire que chacune des gouttes de ce sirop d'algues coûte une petite fortune. Là, par exemple, on a un actif issu d'une très jolie algue verte qu'on retrouve sur notre littoral et qui va coûter environ autour de 200 € du litre. Les soins aux algues, c'est un luxe. Ne manque plus que le calme et la volupté. À la Thalasso de Saint-Malo, c'est le 24e séjour de Christine Bertrand. On se laisse porter en fonction en fonction du temps, en fonction les jours où il fait beau. Voilà, moi je vais me promener. Aujourd'hui il fait un peu moins beau, on fait autre chose. Mais c'est vraiment une bulle de bien-être qui m'est devenue maintenant quelque chose d'essentiel. À chaque fois que cette Parisienne vient ici, c'est le même rituel. D'abord une vingtaine de minutes dans la piscine d'eau de mer. Le temps d'un bonjour aux employés, devenus des amis. Le séjour se termine malheureusement, mais non, ça m'a fait beaucoup peur, vraiment. Et les leçons de natation se sont bien passées. Et les leçons de natation se sont très bien passées.
J'ai rendez-vous là, j'ai un rendez-vous dans les algues. Un accident lui a laissé quelques douleurs aux articulations. Un dos ankylosé. Madame Bertrand? Oui. Bonjour madame. Bonjour. Par ici s'il vous plaît. Merci. Comment allez-vous? Bien, un peu fatiguée mais bien. Dans ce salon privatif, néon bleu, ambiance sonore et crème aux algues de Bretagne. Vous allez me dire pour la chaleur de l'algue, tout va bien? C'est parfait. La peau absorbe peu à peu les oligo-éléments et les sels minéraux des laminaires. Le corps se détend, enveloppé dans une couverture qui le maintient à 37 degrés. Ça fait un peu comme une sorte de cataplasme au niveau des articulations et on a l'impression que tout ça se dégrippe un petit peu, que tout ça fonctionne un peu mieux, que ça... Donc ça fait énormément de bien. On perd le fil et on s'échappe. Et on s'échappe tellement que des fois on s'endort. Donc non, c'est vraiment... c'est une sensation apaisante. Christine Bertrand restera 25 minutes dans son cocon. En fermant les paupières, peut-être rêve-t-elle déjà de survoler la mer. Dans la vie d'un plongeur scientifique, il y a des moments privilégiés. Depuis 35 ans que Yann Fontana écume les fonds marins, il a eu le temps de nouer de solides amitiés. Ah, il y en a un là. Il y en a un là. Ah, il va descendre. Vas-y, mollo, il va descendre. Ouais, faut éviter de les déranger en fait. Habituellement, on essaie toujours de rester à distance. Voilà, on est dehors. Des fois, on peut être très tôt le matin, sous des conditions de nuages extraordinaires ou de lever de soleil. Et c'est très agréable quand même. Mais il y a, je dirais, c'est pas le Club Med non plus. Parenthèse terminée. Retour au travail. Sa mission du jour, recenser les poissons et les crustacés, en latin dans le texte. Exoletus rupestris et mélotes. C'est ça. Ensuite, tu passes aux petits gobies, les blennies, et tout ce que tu pourras voir avec la visie. Ouais. On fera avec. Et donc des transects de 5 minutes chacun. De la tête aux pieds, il a près de 50 kilos de matériel. Tout ce qu'il faut pour voler sous l'eau. Le lieu n'est pas choisi au hasard. Dans cette baie, le fond marin est tapissé de merle. C'est le nom un peu barbare de cette algue rouge. Une algue calcaire à l'aspect minéral, mais bien vivante. Pendant 45 minutes de plongée, il va prélever des échantillons, répertorier chacune des espèces dans ce milieu foisonnant de vie. C'est une vraie nourricière en fait. Les petits crustacés, les tout petits crustacés de quelques millimètres, ils sont à l'aise. On les voit évoluer dans le merle en plongée. C'est sympa de voir ces petits, comme des petits lutins là, qui vivent dans un HLM de grotte. C'est marrant. Cartographier, analyser le merle pour mieux le protéger. Il a longtemps été utilisé comme engrais agricole. Mais désormais, il a un nouvel adversaire, les techniques de pêche industrielle. Ça a été montré en rade de Brest. Vous avez des données sur plus de 30 ans qui ont permis de montrer qu'à partir du moment où une pêche à la praire s'est développée, il y a eu un impact avec une perte de plus d'un tiers des espèces par unité de surface qui avaient totalement disparu des bancs de merle de la rade. En Bretagne, les scientifiques s'intéressent de près aux plantes marines. Et pour les étudier, on n'arrête pas le progrès. Depuis 10 ans, Antoine Collin fait le tour du monde. Mais il a quitté Bora Bora pour retrouver le rivage où il est né, celui de Saint-Malo. L'enfant a bien grandi et il s'est acheté de nouveaux jouets. Un drone volant, c'est du déjà vu. Mais connaissez-vous le drone flottant?
Ça nous change la vie parce que ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'images géolocalisées. Rien de tel pour filmer et mesurer au mètre près les herbiers de Zoster. Des plantes à fleurs immergées. Elles aussi accueillent de nombreuses espèces de poissons et de coquillages. Mais elles jouent surtout un rôle essentiel dans l'air que nous respirons. Elles mangent du dioxyde de carbone. Un herbier marin, c'est un écosystème qui se situe proche de nos côtes et qui permet de stocker jusqu'à 30 fois le carbone pour une même unité de surface qu'une forêt. Aujourd'hui, on aurait du mal à s'en passer. On a la chance d'avoir cette aide qu'il suffit simplement de protéger. Vous avez remarqué, lorsqu'on prend de la hauteur, quelque chose cloche. Dans ces prairies vertes, des trous apparaissent. La trace indélébile des ancres et des chaînes de bateaux qui, en tournant dans l'eau, arrachent les herbes. C'est là qu'intervient Tristan Di Meglio, chargé de sensibiliser les plaisanciers au problème. Qu'est-ce qui se passe concrètement autour des mouillages? Et ça, c'est vrai que malgré tout, je ne vous cache pas que c'est quelque chose qui est intéressant de connaître. Et si certains sont dubitatifs, moi, j'y crois pas, quoi. J'y crois même pas du tout, quoi. Vous ne pensez pas que ça abîme les Non, 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 non. Non, non, à ce moment-là, si vraiment ça les abîmait, si vous voulez, d'une année sur l'autre, il y en aurait beaucoup moins. D'autres ont pris conscience du problème. C'est quand même comme un jardin, quoi. C'est l'endroit où je pense qu'il y a le plus de petites bêtes sous-marines. Alors pendant 3 ans, ce nouveau mouillage va être testé. La chaîne de métal est recouverte d'une couche de plastique pour éviter les frottements. Ici encore, la nature nous rappelle qu'elle est fragile, que la vie des merveilles qu'elle abrite ne tient qu'à un fil. Rien de tel qu'une promenade au bord de la mer quand le temps est gris. Pour certains, ça permet de vivifier l'esprit. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper le bord. Mais pour d'autres, ça ouvre l'appétit. Après, je vais dire qu'on en a eu. L'océan, c'est un garde-manger à ciel ouvert. Pour en profiter, il suffit de se pencher. Alors celle-là, c'est soit vous l'aimez, soit vous la détestez. On l'appelle aussi la poivrée. Donc elle a un petit goût poivré. Vous voulez goûter? Celles-là, je les utilise pour les cuire, pour faire des papillotes, soit des papillotes au barbecue, soit des papillotes au four. Depuis 3 ans, Lydie Auger emmène des groupes déguster dulce, kombu royal et nori. Un petit condrus. Les couper, les goûter et oublier ses préjugés. Avoir un autre regard sur les algues, ne pas avoir le regard de « ah, ça sent pas bon », parce que finalement, quand on les observe, voilà, c'est aussi un champ d'observation, parce qu'on voit plein de choses. Cette promenade ludique, c'est une première pour ces curieux. Pourtant, c'est à 2 pas de chez eux. Je connais cet endroit, mais j'avais envie de savoir quelles étaient les bonnes algues à consommer, parce que ça, je ne savais pas. De venir là, d'être là, de respirer l'air, de pouvoir cueillir quelque chose qui va vous servir après pour votre assiette, c'est quand même enrichissant. Je pense que ça va être la grande mode dans les années à venir, où on va manger des algues. C'est quand même important de connaître ce qu'on a autour de chez nous. Cette fois, ça y est, les algues entrent au menu, à la maison, mais aussi à la table des chefs cuisiniers. Pour s'en procurer, Sophie Régnier a ses adresses privilégiées. Sa route passe par Guérande, à travers les marais salants. Je voulais revenir dans le coin où j'ai mes racines et où je me sens bien par rapport aux produits à traiter, etc. Et moi, j'ai un parcours un petit peu atypique puisque je suis autodidacte. Et voilà, dans une ancienne vie, j'étais secrétaire comptable. Mais comme quoi, la passion mène un peu à tout. Elle se fournit en produits frais dans cette ancienne saline. Ici, l'eau vient directement de l'océan. C'est le domaine de Jean-Marie Pédron. Il faut que la marée nous apporte une eau de qualité océanique. Ouais. Si elle est un petit peu trouble, s'il y a des matières en suspension, comme celle qu'aujourd'hui avec le vent, même si ça ne se voit pas trop, eh ben, je ne vais pas l'utiliser. Mais il faut quand même faire vivre l'écosystème. À l'intérieur,
l'eau salée sert à conserver les algues vivantes. Et sous les papilles de ces spécialistes, ce sont tous les goûts de la mer qui se révèlent. Elle n'est pas trop coriace, avec son petit goût de bigorneau. Je ne sais pas ce que toi tu en penses au niveau du goût. On a plus la salinité encore de l'algue. Ouais. Et ça, pour le coup, pour le crumble, ça m'intéresse beaucoup. Oui, bien sûr. Il croque les algues comme un sommelier goûte un grand cru, avec la même passion, le même goût du détail. Je vais te préparer après. C'est extraordinaire le jeu d'association que l'on peut avoir. Et pour ça, effectivement, il faut avoir bien en tête tous les parfums de chaque algue. Et suivant les saisons, les algues changent, etc. Les textures changent aussi. Donc c'est un vrai terrain de jeu en fait. Sophie Régnier a décidé d'innover. Pendant que d'autres utilisent les algues comme condiments, elle les met au cœur de sa cuisine. Plat de résistance, filet mignon, farci aux algues du Croisic. On va être sur une viande qui va être comme une viande de présalé en fait. La viande va vraiment pomper le parfum de l'algue, et y compris sa salinité. Quelques champignons et une cuillère de polenta pour un plat terre et mer. Sarrasin et dulce marine séchée pour accompagner les asperges. Manger des algues, c'est tout un art. Dans les terres, les apprentis de Lydie Auger vont faire un peu de composition. Pas besoin de four pour le pique-nique du jour. Un tartare d'algues avec du frais, ça prend du temps. Les ingrédients, quelques poivrons, du citron, de l'huile et surtout une bonne dose de persévérance. Moi, je suis d'accord. Enfin, super. C'est validé. Validé. Un petit goût aillé. C'est pas trop salé du coup? Eh ben non, parce que avec ce mélange-là, avec je sais pas, avec l'huile, le citron, eh ben non, c'est un bon équilibre. Le plaisir de la nature, la mer, le rivage, c'est vivifiant, c'est tonique, c'est la Bretagne quoi. Ouais, c'est bon. T'en veux encore? On va se passer. Tiens, je te laisse, j'en ai mangé. Non, mais c'est de la gourmandise. Les algues ne sont plus une curiosité réservée à la cuisine asiatique. Bientôt, les côtes de Bretagne seront autant prisées pour leur beauté que pour leur goût iodé.